Sébastien Grefsmuhl, vous êtes spécialiste d'histoire de l'environnement et d'histoire aussi de la culture des images. Et vous êtes chercheur à l'Université Paris 6. Vous publiez aux éditions du Seuil La Terre vue d'en haut, l'invention de l'environnement global. Alors ce titre, La Terre vue d'en haut, me fait tout de suite penser à des images, par exemple aux images d'Arthus Bertrand ou encore aux images de la NASA, de la planète bleue, la célèbre image qu'on appelait la bille bleue. Est-ce que pour vous, ça signifie que la pensée de l'environnement global, la pensée contemporaine de l'environnement et de l'écologie est très fortement liée à des images? Est-ce que les images sont un peu un élément structurant de cette pensée? Tout à fait, oui. Je pense que ma proposition que je fais dans le livre, c'est en effet de reprendre l'histoire de toute la culture visuelle qui a forgé justement notre compréhension de l'environnement global et notre compréhension des cycles écologiques, mais aussi notre compréhension de la finitude terrestre. Alors l'idée de l'étude est évidemment, quand on pense aux images spatiales, on a toujours en tête celle d'Arthus Bertrand, c'est-à-dire des images aériennes ou spatiales, évidemment le programme Apollo. Moi je voulais justement donner une nouvelle richesse à ces images, une nouvelle richesse historique, mais aussi conceptuelle, c'est-à-dire je voulais regarder pas seulement les images, mais aussi les métaphores et les instrumentations qui sont liées à ces images et les imaginaires qu'ils ont produits dans la culture, mais dans une vision de longue durée, c'est-à-dire plutôt 19e, 20e siècle, et pas uniquement pendant la deuxième moitié du 20e siècle. Alors justement, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est qu'on voit que ces images qui sont aujourd'hui des stéréotypes, mais enfin très contemporains, qui ont une quarantaine d'années, en fait, vous les reliez aussi à une histoire beaucoup plus ancienne, puisque vous faites un parallèle entre une pensée déjà de l'environnement global au XIXe siècle, au milieu ou à la fin du XIXe siècle. Vous montrez on parle à l'époque du XIXe siècle, on parle par exemple d'un organisme terrestre, comme on parle aujourd'hui de l'hypothèse Gaïa. Vous citez un auteur qui décrit quelque chose qui ressemble beaucoup à la mondialisation, mais cet auteur écrit au XIXe siècle. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu plus le parallèle que vous faites entre une histoire qui a plus d'un siècle et l'histoire contemporaine? Oui, alors, oui, quand il s'agit d'écrire une histoire plutôt de longue durée, en effet, il faut partir dans des concepts qui sont comme la finitude terrestre ou la pensée d'un monde clos, dans une vision historique. Et mon objectif, c'était de montrer qu'en effet, autour de 1900, on assiste déjà à l'émergence de la pensée d'un monde clos dans beaucoup de domaines. Notamment, je commence avec le lancement de la course au pôle sud, c'est-à-dire le lancement de l'exploration de l'Antarctique, parce qu'on considérait très gênant comme posséder d'aucune donnée scientifique de l'hémisphère sud au-delà du 60e degré de latitude. Alors ça, c'est un premier lancement, et avec le lancement de la course au pôle sud, et on a assisté à la fin de la géographie terrestre, si on voulait. On a développé autour de ça beaucoup de concepts que l'on peut associer à la pensée d'un monde fini, d'un monde clos. Il y avait le fondateur de la géopolitique, Alfred Mackinder, il a développé cela en Angleterre. Donc en fait, la géopolitique, elle apparaît quand on termine un peu l'exploration de la Terre, finalement. En effet, la géopolitique est née au moment même où on pense que la géographie terrestre, elle est morte, elle est terminée, et on va passer à autre chose. Et c'est là aussi où la géographie, comme discipline scientifique, elle est née, surtout
Parce que, oui, il y a les premières chaires, grandes chaires qui sont créées en France, et on assiste en quelque sorte à que c'est en quelque sorte pas la fin, mais le début, justement, de la pensée géographique et géopolitique. C'est-à-dire, en fait, on passe à autre chose, mais en revenant, on réinvente le concept de la dernière frontière, et puis chaque fois qu'on va la chercher, l'histoire rebondit. C'est un peu ça que vous racontez. Oui, tout à fait. En effet, l'histoire de la frontière, disons, le mythe de la frontière qui a fondamentalement marqué évidemment l'histoire des États-Unis, ce concept de frontière, il est fondamentalement renouvelé à chaque étape. On l'avait évidemment avec l'exploration, d'abord l'exploration des mers, l'exploration des continents, les traversées transcontinentales. Et comme ça, la frontière du monde géographique terrestre explorable, elle était en quelque sorte dépassée, et il fallait passer à autre chose, et c'était l'exploration spatiale. Alors vous parlez du rôle des États-Unis, vous parlez aussi du rôle de la recherche militaire, principalement américaine, et des objectifs de la défense des États-Unis dans cette histoire de clôture du monde et d'invention de la géographie. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu en quoi, puisque ça paraît surprenant que la recherche militaire soit finalement à l'origine de la pensée écologiste. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu comment la recherche militaire a fait avancer la connaissance de l'environnement de la planète? Alors il faut savoir, quand on pense au rôle militaire, que toute l'infrastructure qu'on a mis en place et qui aide encore aujourd'hui à comprendre le système Terre, toute la mécanique des processus globaux, les flux globaux, cette infrastructure, elle a été mise en place, notamment pendant la guerre froide, pour la surveillance de l'ennemi. Meilleur connaître la nature, c'était meilleur connaître son ennemi. Et ça, on le retrouve aussi dans la production des images, c'est-à-dire les premières images spatiales, c'est-à-dire si on prend spatial comme définition au-dessus de 100 km d'altitude, on a les missiles V2, les fusées V2 qui étaient évidemment, quand on les a amenés aux États-Unis pour faire avancer la recherche militaire et pour justement lancer le programme spatial américain, ce sont ces fusées-là qui ont aidé à produire les premières images de la Terre vues de loin, mais pas dans un souci de produire des images de la Terre, mais de connaître meilleur le chemin de la fusée, son comportement dans l'atmosphère et à travers... Oui, alors vous racontez toute une histoire de ces images qui en fait n'étaient pas vraiment prévues au début, qui ont été faites un peu comme un sous-produit. Tout à fait. Et il y a eu ensuite, alors là, vous dites que ça a failli ne pas se faire, mais finalement les astronautes d'Apollo ont pris les photos, la fameuse photo de la bille bleue. Bon, parce que le premier lever de terre, c'est les V2, mais après ça a été pris depuis Apollo, il y a eu un lever de terre. Et puis il y a eu la bille bleue qui sont devenues des icônes, un peu des stéréotypes de la culture visuelle. Et vous écrivez que ces images ont finalement changé notre rapport au monde, quoi. Donc à la fois il y a une histoire qui commence au 19e siècle, mais elle est complètement différente au 20e. Qu'est-ce qui est très différent? En quoi ça change? Il y a une histoire de longue durée qu'on peut poursuivre du 19e au 20e siècle. Mais forcément, il y a aussi des changements d'échelle. Il y a des choses nouvelles qui sont introduites, évidemment, avec l'avancement technologique et avec le passage à la guerre froide. En sortant de la Seconde Guerre mondiale, on dispose fondamentalement de nouvelles technologies et de nouvelles menaces, notamment la bombe nucléaire. Et ça reconfigure évidemment le monde et pose une nouvelle menace très concrète. Et les images spatiales ont évidemment, ceux du programme Apollo, ils ont sans doute aidé justement à comprendre
à mettre en avant l'aspect de la finitude terrestre et fondamentalement restreint de notre monde. Il y a une surprise dans votre livre, c'est que finalement ce sont les mêmes images qui sont produites par la recherche militaire et par le programme Apollo, et enfin donc qui sont les images un peu de la pointe avancée de l'industrie et du néolibéralisme, et qui vont être récupérées par la pensée écologiste, qui est censée être opposée. Donc en fait, ces deux pensées politiquement opposées, finalement, s'appuient sur les mêmes images. Ce qui suggère qu'elles ont peut-être finalement plus de parenté qu'on croirait. Qu'est-ce que vous pensez de ça? En effet, oui. Il y a les images spatiales, disons leur valeur, si je puis dire, c'est une double. Elles sont régies par une double tension qui leur est inhérente. En effet, il y a la tradition à laquelle nous on pense quand on voit Yann Arthus Bertrand, par exemple, c'est l'esthétique, c'est-à-dire l'émerveillement qu'on a quand on voit ces images, et aussi une sorte de responsabilité éthique, si on veut, pour cette belle terre qu'on voit, cette belle nature qu'on voit apparaître dans ces images. Mais de l'autre côté, ça donne évidemment aussi le fait de s'éloigner de la terre, le fait d'avoir un distancement entre le sujet et l'objet, c'est-à-dire la Terre en tant qu'objet. Ça inspire évidemment aussi une maîtrise, une certaine gestion et une rationalisation. Ça inspire évidemment une volonté de contrôle et de gestion. Et ces deux récits, si vous voulez, qui sont au cœur des images spatiales, et l'objet du livre, c'est précisément de bien montrer cette richesse de ces deux récits qu'on peut faire dans l'histoire des cultures visuelles.